Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies. Aujourd'hui, j'ai une conversation avec Ben Norton. Ben est journaliste et analyste. Il est le fondateur et rédacteur en chef du Geopolitical Economy Report. Il vit en Amérique latine et y fait des reportages. Ben observe également le mouvement des non-alignés depuis longtemps. Il couvre les récentes décisions prises par tous les pays d'Amérique latine. Ils ont décidé de ne pas envoyer d'armes en Ukraine, malgré la pression des États-Unis et de l'Union européenne. Ben écrit que les dirigeants de gauche en Amérique latine ont promu la paix avec la Russie. Ils ont également appelé à la neutralité dans la nouvelle guerre froide initiée par l'Occident. C'est le sujet que nous allons discuter aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Ben, de m'avoir rejoint. C'est un plaisir. Ben, tu as récemment écrit cet article, je crois qu'il a été publié le 29 janvier. Tu as également analysé de manière cohérente le mouvement des non-alignés. J'ai remarqué que tu écris à ce sujet depuis des années. Peux-tu partager ton point de vue sur la position actuelle de l'Amérique latine et sur le mouvement des non-alignés en général? Oui, en général, l'Amérique latine a toujours montré un fort soutien au mouvement des non-alignés. En fait, il y a quelques années, le Venezuela a accueilli un sommet du mouvement des non-alignés. À mesure que ce mouvement a gagné en importance, des efforts ont été déployés pour le revitaliser. L'Amérique latine a joué un rôle clé dans ces efforts. Une autre organisation qui présente certaines similitudes avec le mouvement des non-alignés est le groupe des Amis de la Charte des Nations Unies. Ce groupe est composé d'un peu plus de 2 douzaines d'États membres des Nations Unies. Ils défendent les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, en particulier le principe de non-intervention. De nombreux pays d'Amérique latine sont inclus dans cette liste. Il s'agit notamment de Cuba, du Venezuela, du Nicaragua et de la Bolivie. Nous assistons maintenant à l'émergence de nouveaux gouvernements progressistes au Brésil, en Colombie, en Argentine et au Mexique. Il y a eu un changement significatif au Mexique. En fait, il y a eu une poussée massive à travers l'Amérique latine en faveur d'une orientation plus pacifique et non interventionniste. En fait, la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, également connue sous le nom de CELAC, vient de tenir une réunion. Ils ont tenu leur sommet fin janvier à Buenos Aires, en Argentine. Ils ont fait une déclaration commune signée par tous les membres. Il y a au total 33 membres. Ils ont appelé à la paix et à la neutralité dans cette déclaration. Si vous regardez les votes aux Nations Unies, vous constaterez une tendance similaire. La plupart des pays de la région se sont soit abstenus, soit ont voté avec la Russie lors des récents votes de l'ONU concernant l'Ukraine. En ce qui concerne le soutien militaire, aucun pays n'a été disposé à le fournir. En termes d'orientation géopolitique, la plupart sont neutres et prônent la paix. Le nouveau président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, travaille avec le pape. Il a proposé aux Nations Unies que le Mexique puisse parrainer et médier des pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine. C'est un rôle que la Turquie a également tenté de jouer. Récemment, le chancelier allemand Olaf Scholz a visité l'Amérique latine. Il a eu une réunion avec le président argentin, Alberto Fernandez, et a demandé si Fernandez et l'Argentine fourniraient des armes. Cependant, Fernandez a refusé. En tant que président annuel actuel de la CELAC, il a parlé au nom de l'Amérique latine, déclarant que ni l'Argentine ni aucun autre pays d'Amérique latine ne s'impliquerait ou n'enverrait d'armes. Cette position a également été soutenue par le nouveau président progressiste de la Colombie, Gustavo Petro. Petro a mentionné que le commandant du commandement sud des États-Unis, Lara Richardson, a demandé à la Colombie de faire don de l'équipement militaire russe qu'elle avait acheté avant sa présidence aux États-Unis. Les États-Unis transféreraient ensuite cet équipement militaire à l'Ukraine. Il a dit « Non, la Colombie ne va pas s'impliquer dans ce conflit. Nous sommes neutres ». Le nouveau président du Brésil, Lula da Silva, a exprimé le même sentiment. Je pourrais continuer à discuter de presque tous les pays de la région, mais il y a quelques exceptions. Par exemple, au Guatemala, le président conservateur, qui possède également la double nationalité italienne, est le seul dirigeant latino-américain à avoir visité l'Ukraine et à avoir rencontré Zelensky. À part lui, presque tous les autres dirigeants d'Amérique latine sont restés neutres. Certains ont même été assez critiques envers l'OTAN, les États-Unis et l'Union européenne.
At the moment, I do perceive Latin America and also much of Actuellement, je considère l'Amérique latine, une grande partie de l'Asie du Sud-Est et l'Inde comme étant plus neutres dans ce conflit que, disons, la Suisse, l'Autriche ou l'Irlande. Ces pays soutiennent clairement le soutien de l'OTAN à l'Ukraine. Même s'ils ne fournissent pas un soutien militaire au conflit, ils le font de manière rhétorique. En revanche, la rhétorique en Amérique latine est assez différente. Des États-Unis et de l'UE, nous entendons souvent dire que cela soutient la guerre russe. Que pensez-vous de la pression exercée sur les pays d'Amérique latine pour qu'ils se conforment? especially Latin American countries to fall in line? Il y a certainement beaucoup de pression, principalement de la part des États-Unis. L'Union européenne a également fait des tentatives. J'ai mentionné que Olaf Scholz a rendu visite, mais la majorité de la pression vient des États-Unis. Pour être juste, de nombreux pays de la région ont critiqué l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ils ne soutiennent clairement pas ouvertement l'invasion. Donc, l'idée selon laquelle ils soutiennent secrètement l'invasion russe est fausse. Par exemple, au Brésil, Lula da Silva est revenu au pouvoir le 1er janvier. Il a critiqué l'invasion de la Russie. Cependant, il a également déclaré que Zelensky porte une part importante de responsabilité. Il a blâmé Zelensky pour ne pas soutenir les pourparlers de paix, pour avoir escaladé la situation et pour avoir poussé à davantage d'aide militaire et de tanks. Il a déclaré que les États-Unis et l'OTAN sont responsables de l'expansion jusqu'aux frontières de la Russie. De même, le président de la Colombie, Gustavo Petro, a critiqué l'invasion russe. Il a déclaré qu'ils ne soutiennent pas les invasions de quelque pays que ce soit. Il a également mentionné qu'il n'aurait pas soutenu les invasions au Moyen-Orient, en Irak et dans des pays similaires. La situation est la même en Argentine. Cependant, des pays ayant des relations plus étroites avec la Russie, tels que Cuba, le Venezuela et le Nicaragua, n'ont pas condamné l'invasion russe. Cuba a été prudente dans ses déclarations diplomatiques, exprimant le souhait de respecter la Charte des Nations Unies et de s'opposer à la violation de la souveraineté d'un pays. Donc, ils étaient très diplomatiques. Ils n'ont pas mentionné ou condamné ouvertement la Russie. En général, dans toute l'Amérique latine, même parmi les forces plus conservatrices, il y a une tendance claire. Les dirigeants de gauche, qui sont souvent plus critiques envers les États-Unis et l'Europe, ont une histoire de critique de ces pays pour leur ingérence dans leurs affaires internes et l'organisation de coups d'État. Ces dirigeants ont tendance à être beaucoup plus neutres et critiques. Cependant, il y a aussi des forces plus conservatrices dans la région. Par exemple, Bolsonaro, l'ancien président du Brésil, est très de droite. Il est resté neutre pendant sa présidence, qui a duré jusqu'à la fin de 2022. Cela a surpris beaucoup de gens, mais c'était en grande partie dû aux intérêts économiques du Brésil. Le Brésil dépend fortement des exportations d'engrais en provenance de Russie, et ces exportations sont principalement des produits agricoles. Comme dans toutes les situations géopolitiques et diplomatiques, les intérêts économiques sont toujours présents. Cependant, la vérité est que le Brésil s'abstient souvent de voter à l'ONU. Le Brésil fait également partie du bloc des BRICS, qui comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Même sous la direction de Bolsonaro, il n'y a pas eu de changement significatif. Une différence notable est que Lula plaide pour que le Brésil ait un rôle plus important sur la scène mondiale. Il souhaite que le Brésil soit une voix importante en faveur de la non-alignement, de la neutralité et de la paix. Il a suggéré, en collaboration avec le président mexicain López Obrador, que le Brésil devrait accueillir des pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine. Lula a milité en faveur de cela. Il a mentionné qu'il prévoit d'en discuter avec le président Biden aux États-Unis pour soutenir un processus de paix. Je tiens à souligner que presque tous les pays d'Amérique latine ont maintenu leur neutralité. En général, les forces de gauche ont été plus critiques. Il y a quelques forces de droite, notamment au Venezuela. La Russie entretient une relation solide avec le gouvernement vénézuélien. Au Venezuela, l'opposition de droite a montré un fort soutien à l'Ukraine. Ils ont organisé des événements numériques avec Zelensky. Mais c'est un cas unique. En général, les plus grands pays de la région, à savoir le Brésil, le Mexique, la Colombie et l'Argentine, sont restés complètement neutres dans ce processus. En fait, quelques semaines avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le président de l'Argentine, Alberto Fernandez, a visité à la fois Beijing et Moscou. Il ne savait évidemment pas que cela allait se produire.
Lors de sa visite, l'Argentine a rejoint l'initiative Belt and Road. L'Argentine a également fait une demande pour rejoindre le bloc BRICS plus étendu. Cela montre que beaucoup de ces pays entretiennent des relations positives avec les États-Unis et l'Europe. Ils ne rompent pas les liens. Au contraire, ils équilibrent ces relations, de manière similaire à ce que nous avons vu dans le mouvement des non-alignés d'origine. La véritable neutralité maintient toujours des liens avec les deux parties d'un conflit. C'est au cœur du concept. Ainsi, l'idée selon laquelle cela implique de se retirer et de ne rien faire est généralement tout le contraire. Cependant, lorsque nous discutons du mouvement des non-alignés original, cela était assez significatif. C'était particulièrement vrai en termes de perception publique au début des années 1960. Le mouvement a été formé en 1961 à Belgrade. À cette époque, la Yougoslavie était le seul membre européen important du mouvement. Le reste du mouvement se trouvait en dehors de l'Europe coloniale. Il comprenait l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique. Presque tous les États africains indépendants en faisaient partie. Mais le mouvement lui-même a rencontré de nombreux défis, notamment en termes d'organisation interne. Cela était dû au fait qu'il était toujours considéré comme un mouvement, et non comme une organisation. Ils se déplaçaient toujours à des vitesses différentes. En termes de leur impact sur la politique mondiale, ils avaient clairement un impact. Ils étaient perçus et pris en compte. Cependant, mon impression personnelle est que la nouvelle non-alignement, qui semble se former, est plus forte cette fois-ci. Cela est particulièrement vrai en Amérique latine. Vous avez mentionné des pays prenant des initiatives diplomatiques pour convaincre les parties en conflit de s'asseoir et de discuter. Avez-vous une perception similaire? Comment comparez-vous ce qui se passe actuellement avec le mouvement des non-alignés à sa formation dans les années 60? Oui, je suis d'accord avec toi, il est certainement plus fort maintenant. Comme tu le sais bien, le mouvement des non-alignés a mis de nombreuses années à se développer. Même alors, il a été quelque peu arrêté prématurément. Cependant, les débuts du mouvement des non-alignés peuvent être retracés jusqu'à la conférence de Bandung en 1955. Cette conférence était une tentative d'unité afro-asiatique. Aujourd'hui, nous pouvons voir cette unité en Amérique latine et en Afrique. Certaines parties de l'Asie, en particulier l'Asie du Sud-Est, montrent également cette unité. L'Inde, en particulier, joue un rôle clé. Après tout, l'Inde était l'un des principaux cofondateurs du mouvement des non-alignés sous Nehru. Ce qui est intéressant, c'est que même le gouvernement indien actuel, qui penche à droite, a maintenu sa neutralité. Traditionnellement, la gauche en Inde était plus encline envers l'ancienne Union soviétique et maintenant la Fédération de Russie. En revanche, les forces conservatrices du BJP ont tendance à être plus pro-américaines. Le Premier ministre actuel, Narendra Modi, entretenait une relation étroite avec Donald Trump. Malgré cela, l'Inde a réussi à maintenir une neutralité complète. Cette neutralité est souvent attribuée aux intérêts économiques. Un autre facteur contributif est le caractère apolitique du corps diplomatique indien. Le corps diplomatique indien est hautement formé et compétent. Ces diplomates ne sont pas autant politisés que ceux des États-Unis, où la classe diplomatique est plus politique. La situation est fortement partisane et associée soit au Parti républicain, soit aux démocrates. Il a été intrigant d'observer le rôle de l'Inde dans ce processus en tant que membre des BRICS et en tant que nation entretenant des relations positives avec les deux parties. Cependant, je pense que la situation actuelle est assez différente. Même si le mouvement des non-alignés est devenu considérablement plus fort, élargi et inclut désormais la grande majorité de la population mondiale, nous ne vivons pas le même niveau de rivalité que pendant le pic de la Première Guerre froide. Malheureusement, il semble que nous soyons dans une nouvelle guerre froide. Depuis 2018, le département de la Défense aux États-Unis a révisé sa stratégie de défense nationale, déclarant que la principale menace pour les États-Unis est la sécurité nationale ne concernait plus le terrorisme non étatique. Au lieu de cela, elle concernait la Chine et la Russie. En octobre, le département de la Défense a publié sa nouvelle stratégie de défense nationale. Cette stratégie utilisait un langage encore plus agressif pour réaffirmer que la Chine est la principale menace. Ils ont qualifié la Chine de menace pour les États-Unis, ainsi que la Russie. Nous avons vu Donald Trump déclencher une guerre commerciale, imposer des sanctions, et maintenant il y a cette guerre en Ukraine. Clairement, nous sommes dans une sorte de nouvelle guerre froide. Malheureusement, à moins que nous puissions désamorcer la situation,
Ce qui, selon moi, est possible, il semble y avoir une poussée plus forte vers l'escalade du conflit. Je dis cela en tant que personne des États-Unis. J'ai vécu en Amérique latine pendant plusieurs années. Cependant, je reste toujours au courant de ce qui se passe aux États-Unis. Il y a beaucoup d'hystérie, notamment à propos de la Chine. Cela a été évident la semaine dernière avec l'incident présumé du ballon espion. Le fait est que ce conflit semble s'intensifier plutôt que de se calmer. Je prévois qu'au cours des prochaines années, voire des décennies, il pourrait devenir difficile pour certains pays de rester neutres. Les États-Unis, et dans une certaine mesure les pays européens, pourraient exercer une pression. Cette pression sera particulièrement forte sur les pays alliés stratégiques, tels que la Corée du Sud, le Japon et certains États du Golfe. Nous avons vu un exemple de cela avec l'Arabie saoudite. Les États-Unis. Beaucoup peuvent essayer de les pousser à choisir définitivement un camp. Cependant, il est indéniable que la plupart des pays dans le monde ont maintenu leur neutralité. Nous avons discuté de l'Amérique latine, qui, avec l'Afrique, sont probablement les continents les plus neutres et résistants à choisir un camp. Ce qui a été surprenant, c'est la position du Golfe Persique. Des pays comme l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis, qui ont historiquement été très proches des États-Unis et de l'Europe. Certains étaient d'anciennes colonies britanniques, et leurs États ont été essentiellement créés par l'Empire britannique. Pourtant, même eux ont maintenu leur neutralité dans cette situation. Nous avons vu que l'Arabie saoudite a refusé l'aide des États-Unis. Il y a une pression pour augmenter la production de pétrole et inciter l'OPEP et l'OPEP+, qui inclut la Russie, à faire de même. Récemment, l'Arabie saoudite a invité le président chinois Xi Jinping à Riyad. Ils ont annoncé qu'ils envisagent de conclure des accords pétroliers et gaziers avec la Chine en utilisant la monnaie chinoise, le renminbi. Malgré cela, l'Arabie saoudite reste un allié important des États-Unis avec de nombreux liens politiques et économiques. Cependant, le fait que cet allié occidental clé ait réussi à équilibrer les deux côtés publiquement, et non seulement en privé, est révélateur d'un monde très différent. That is absolutely true. The entire surrounding of what we are seeing going on is actually much. C'est absolument vrai. La situation actuelle est beaucoup plus favorable pour les acteurs neutres. Cela s'explique par le fait qu'ils font aujourd'hui partie de grandes économies et disposent de capacités de production plus importantes. Ainsi, comme vous l'avez mentionné à juste titre, la croissance des pays des BRICS pourrait modifier considérablement l'équilibre des pouvoirs. Cela est particulièrement vrai dans les affaires économiques. Cependant, je suis très préoccupé par le fait que la pression sur ces pays neutres et non alignés augmentera considérablement. Actuellement, cette pression provient notamment de l'Union européenne et des États-Unis. Je pense que la Russie et la Chine sont actuellement satisfaites du manque de soutien du mouvement des non-alignés face à la pression occidentale. Western pressure by the non-aligned movement. That's also why the West interprets non-alignment as a form of support and as a... C'est également pourquoi l'Occident considère la non-alignement comme une forme de soutien et essentiellement comme de la propagande russe. Ce qui me préoccupe vraiment, c'est que les États-Unis pourraient exercer une pression considérable une fois qu'une certaine capacité sera développée. Pensez-vous que l'Amérique latine a actuellement la capacité de résister ? J'ai remarqué que vous avez également écrit un article sur la doctrine Monroe à l'occasion de ces 200 ans. Depuis 200 ans, la politique des États-Unis est que l'Amérique latine est son arrière-cour et doit se conformer. Et lorsque ce n'est pas le cas, comme au Panama et au Nicaragua, des invasions se produiront. En d'autres termes, la force brute sera utilisée. Voyez-vous un potentiel d'intervention directe des États-Unis en Amérique latine en cas de non-conformité ? Prédire est difficile. Cependant, on observe un changement notable vers l'utilisation de stratégies diplomatiques et économiques plutôt que d'interventions militaires directes. C'est une tendance mondiale. Depuis la conclusion de la Première Guerre froide en 1991, on constate une augmentation significative de l'utilisation de sanctions et de mesures coercitives unilatérales. Initialement, l'Irak était la cible principale. Cependant, au cours de la dernière décennie, on a assisté à une augmentation substantielle de l'utilisation de sanctions contre des pays comme la Russie et la Chine. L'administration Biden a continué à étendre les sanctions contre la Chine initiées par Trump. Récemment,
l'administration Biden a imposé des sanctions à la Chine pour restreindre son accès aux semi-conducteurs, aux microprocesseurs et à la technologie avancée de l'informatique quantique. Alors, je veux dire, cette situation continue de s'aggraver. Cependant, dans le cas de l'Amérique latine, nous avons observé une augmentation significative des sanctions. L'administration Trump a introduit plus de 200 nouvelles sanctions contre Cuba. Je suis actuellement au Nicaragua, et les États-Unis ont également imposé de nombreuses séries de sanctions contre le Nicaragua. Bien sûr, le Venezuela a été la cible d'un nombre inimaginable de sanctions, principalement dirigées contre son secteur pétrolier. Étant donné qu'il est essentiellement un État pétrolier depuis les années 1940, depuis plus de 80 ans, ces sanctions ont eu un impact significatif. Selon Alina Duhan, la principale experte de l'ONU sur les sanctions et rapporteuse spéciale de l'ONU, le gouvernement vénézuélien a perdu 99% de ses revenus car ils provenaient principalement du pétrole. Nous avons donc observé ces types d'interférences, qui relèvent essentiellement de la guerre économique. Je pense que nous pouvons anticiper une expansion de cela, en particulier l'utilisation de sanctions. Prenons l'exemple de la Colombie. Le nouveau président de gauche là-bas, Gustavo Petro, a rétabli les relations avec le Venezuela dès son entrée en fonction en août. Ces relations avaient été rompues pendant plusieurs années auparavant. Plus précisément, la frontière entre la Colombie et le Venezuela avait été fermée, même pour le commerce bilatéral. Cela a évidemment causé des dommages économiques importants aux deux nations. Ainsi, il a rouvert la frontière et annoncé la reprise des vols. Cependant, les États-Unis ont répondu en déclarant que si la Colombie permettait à la compagnie aérienne d'État vénézuélienne, Combiasa, d'opérer, alors les États-Unis imposeraient des sanctions aux autorités de l'aviation colombienne. Nous avons donc observé des menaces de sanctions dans toute la région. Cependant, je crois que l'Amérique latine a la capacité de résister à cela. Il est incertain que les États-Unis reviennent à des invasions similaires à celles du Panama, de la Grenade ou de la guerre de style Contra au Nicaragua dans les années 80. C'est difficile à prévoir. Je peux imaginer que cela se produise, en particulier si quelqu'un comme Donald Trump revient au pouvoir, ou éventuellement un républicain fervent comme DeSantis. DeSantis est le gouverneur de Floride et est considéré comme un candidat potentiel à la présidence républicaine. Historiquement, les démocrates ont favorisé des formes d'intervention moins directes, mais ils ont quand même été interventionnistes. Je tiens à souligner les sanctions, qui ont considérablement augmenté sous Obama. L'un des principaux responsables d'Obama pour l'Iran, Richard Nephew, a été réappointé par Biden. Il gère la politique des sanctions au département d'État, en se concentrant sur l'Iran. Il est l'auteur d'un livre intitulé L'art des sanctions. Dans ce livre, il a admis que les États-Unis cherchent à infliger des dommages économiques à ces nations. Il s'est vanté que les sanctions américaines contre l'Iran ont entraîné un triplement des prix du poulet en Iran. Cela n'affecte pas les élites iraniennes, mais plutôt le peuple iranien. Cela n'a pas d'impact sur l'armée iranienne. Nous avons observé une augmentation significative, en particulier sous les démocrates, de l'utilisation de ces méthodes non traditionnelles. On pourrait parler de guerre non conventionnelle. Je crois que cela sera la stratégie principale dans les années à venir. C'est pourquoi nous avons constaté une tendance vers l'établissement d'une nouvelle monnaie en Amérique latine. Je fais beaucoup de reportages sur ce sujet. Je suis également impliqué dans la recherche dans la région. En fait, le nouveau président brésilien, Lula, a récemment annoncé lors d'une réunion en Argentine qu'il commence à préparer la création d'une nouvelle monnaie pour le commerce bilatéral. Cette annonce est intervenue seulement 3 semaines après son entrée en fonction. Cette décision est largement motivée par le fait que ces dirigeants comprennent que s'ils mettent en place des politiques que les États-Unis désapprouvent, en particulier en ce qui concerne la Chine et la Russie, ils pourraient faire face à des sanctions. Par exemple, le président argentin Fernandez s'est récemment rendu à Beijing et à Moscou. Cependant, il entretient également des relations positives avec Washington. C'est un véritable exemple de neutralité. Simultanément, la Banque centrale argentine a conclu un accord avec la Banque centrale chinoise. Cet accord permet des échanges de devises entre les deux pays en utilisant le yuan chinois et les pesos argentins. Je prévois que ce type de politique persistera à l'avenir, en incorporant d'autres devises qui ne sont pas le dollar. Naturellement, cela est une source de frustration pour Washington et pourrait potentiellement conduire à des sanctions accrues. À mon avis, que j'ai souvent exprimé, nous vivons dans un monde multipolaire en Amérique latine. Le mouvement des non-alignés est essentiellement un effort visant à garantir que le monde reste multipolaire plutôt que bipolaire. L'objectif principal du mouvement des non-alignés est d'éviter de favoriser un pôle dans un monde bipolaire. Le Brésil est actuellement le 6e pays le plus peuplé avec une économie importante et une capacité industrielle significative.
Il a également un leader intéressé par l'intégration régionale. Je crois que dans les 10 à 20 prochaines années, l'Amérique latine deviendra un nouveau pôle dans ce monde multipolaire. Elle maintiendra sa neutralité. Vous avez mentionné la doctrine Monroe. Cette année marque son 200e anniversaire. C'est pourquoi nous avons vu de nombreux politiciens américains, en particulier les républicains, réaffirmer la doctrine Monroe. Donald Trump, ses secrétaires d'État, Rex Tillerson et Mike Pompeo, ainsi que son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, ont tous invoqué la doctrine Monroe. Ils font spécifiquement référence à elle lorsqu'ils discutent des relations de l'Amérique latine avec la Chine et la Russie. Après la visite du président argentin Fernandez à Beijing et à Moscou en février, 2 semaines avant l'invasion russe, un député de Floride affilié à Trump, Matt Gaetz, a prononcé un discours enflammé et passionné au Congrès américain. Il a affirmé qu'il s'agissait là d'une violation de la doctrine Monroe. Il a également déclaré que l'Argentine représentait désormais une menace dans notre arrière-cour. Une grande partie de la discussion autour de la doctrine Monroe concerne spécifiquement les relations bilatérales que les pays d'Amérique latine entretiennent avec la Chine et la Russie. Cela est particulièrement pertinent maintenant, car la plupart des pays d'Amérique du Sud commercent davantage avec la Chine qu'avec les États-Unis. Cette tendance est susceptible de se poursuivre. C'est extrêmement intéressant. Bien sûr, l'hypocrisie est stupéfiante lorsque l'on entend les dirigeants du monde libre dire « Chacun est libre de choisir ses alliances ». Si vous êtes l'Ukraine, vous pouvez rejoindre l'OTAN autant que vous le souhaitez. Cependant, si vous êtes en Amérique latine, vous êtes seulement libre de faire ce que nous vous disons de faire, comme nous vous l'avons ordonné au cours des 200 dernières années. Les relations internationales seraient moins frustrantes si ces doubles et triples standards n'existaient pas. Ils sont tout simplement ahurissants. Mais laissez-moi vous poser une autre question sur l'utilisation de ce concept. La neutralité a acquis une réputation quelque peu négative, notamment au cours des 30 dernières années après la fin de la guerre froide. De plus, avant cela, la non-alignement n'était jamais vraiment connotée positivement, surtout dans les médias occidentaux. Elle a souvent été dépeinte de manière négative. Par conséquent, de nombreux pays européens évitent actuellement ou utilisent rarement ce terme. Il y a quelques exceptions comme la Serbie et la Moldavie, en particulier la Serbie. Cependant, du point de vue occidental, les Serbes sont souvent perçus comme des marionnettes de la Russie. On les voit simplement suivre les plans de la Russie. Cette perception est-elle différente en Amérique latine et peut-être dans d'autres parties du mouvement des non-alignés? Y a-t-il un sentiment de fierté à utiliser les termes neutralité ou non-alignement pour se décrire? Le terme « non-alignement » est souvent utilisé. J'ai mentionné en 2019 qu'un sommet du mouvement des non-alignés a eu lieu à Caracas, au Venezuela. Cela s'est produit pendant le pic de la tentative des États-Unis de renverser le gouvernement. Ils voulaient le remplacer par un gouvernement dirigé par Guaidó pendant l'administration Trump. Le gouvernement vénézuélien a ouvertement discuté du mouvement des non-alignés. Ce qui est intéressant, c'est la situation en Amérique latine. Il y a 3 principaux groupes politiques là-bas. Le concept de non-alignement en Amérique latine diffère des autres régions, en particulier de l'Europe. En Europe, de nombreuses forces qui pourraient être considérées comme neutres ou non-alignées ont tendance à être plus conservatrices. Cela est particulièrement vrai dans des pays comme la Hongrie et la Serbie. En Amérique latine, la tendance est inverse. Ce sont largement les forces de gauche. Les forces de droite, plus conservatrices, ont tendance à être beaucoup plus pro-américaines. Je crois qu'il y a 3 principaux courants politiques. Il y a le camp de droite, et il y a aussi 2 camps de gauche. Ils ne sont pas nécessairement séparés, il y a un certain chevauchement, mais leurs politiques étrangères diffèrent. Il y a le camp plus socialiste, qui est explicitement anticapitaliste, et le camp plus progressiste. Il y a des chevauchements, notamment avec la Bolivie en tant que pays qui chevauche. La Bolivie est membre de l'Alliance bolivarienne, fondée par Cuba et le Venezuela. La Bolivie fait partie d'un groupe comprenant Cuba, le Venezuela et le Nicaragua. Cependant, la Bolivie est également membre du groupe de Puebla. Ce groupe est une coalition de forces progressistes, comprenant le Mexique, l'Argentine et le Brésil. Ces groupes ne sont pas en conflit les uns avec les autres. Ils entretiennent des relations positives, mais leurs politiques diffèrent. En ce qui concerne la politique étrangère, Cuba,
le Venezuela et le Nicaragua soutiennent fortement la Chine. Ils affichent également un soutien constant envers la Russie. En revanche, le camp progressiste, comprenant la Bolivie, tend à rester neutre. Cette neutralité est largement due à une nécessité géopolitique. Les États-Unis ont imposé des sanctions à Cuba, au Venezuela et au Nicaragua. Par conséquent, ces pays ont des relations diplomatiques limitées. Les États-Unis ont tenté de renverser leur gouvernement, il est donc compréhensible qu'il n'ait pas de relations positives avec les États-Unis. Jusqu'à récemment, les États-Unis, ainsi que de nombreux pays européens, ne reconnaissaient même pas le gouvernement vénézuélien comme légitime. Cela explique leur politique. Ils sont généralement très favorables à la Chine et à la Russie. Dans le cas du camp plus progressiste, associé au groupe de Puebla, ils sont très neutres. Le groupe de Puebla a été nommé d'après la ville mexicaine où il a été fondé. Ces pays entretiennent des relations positives avec les États-Unis, mais ils entretiennent également des relations très positives avec la Chine et la Russie. Un bon exemple de cela est le président mexicain, López Obrador. Il a prononcé de nombreux discours sur la non-alignement. Je ne pense pas qu'il fasse référence au mouvement des non-alignés, mais il a utilisé le terme non-aligné. Le Brésilien Lula a également utilisé le terme non-aligné. Donc, il est clair qu'ils font référence au mouvement des non-alignés. Des représentants étaient présents lors du sommet qui s'est tenu au Venezuela. Il existe une autre organisation en Amérique latine qui rassemble les forces de gauche. Elle s'appelle le Forum de Sao Paulo. Ce forum a également le statut d'observateur auprès du mouvement des non-alignés. Donc, dans le cas de l'Amérique latine, l'héritage du mouvement des non-alignés est significatif en raison de ses racines dans le Sud global. Un autre point crucial est que je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que le mouvement des non-alignés a été injustement dépeint par l'Occident. Il a été faussement présenté comme étant secrètement allié aux Soviétiques. Beaucoup de ces pays et de leurs dirigeants étaient réellement engagés dans le mouvement. Cependant, parce qu'ils n'étaient pas ouvertement anti-soviétiques, ils étaient présentés à l'Ouest comme pro-soviétiques. Malgré ce récit erroné, il est important de noter que le mouvement des non-alignés a été principalement établi par des forces de gauche. Dans le cas de l'Amérique latine, cela se reflète clairement. Des personnalités comme Nasser en Égypte, Tito en Yougoslavie, Sukarno en Indonésie, Kwame Nkrumah au Ghana et Nehru étaient tous des gauchistes. De même, les forces actuelles en Amérique latine impliquées dans le mouvement des non-alignés sont de gauche. Contrairement aux pays européens, peut-être à l'exception de l'ancienne Yougoslavie, la Hongrie n'était pas impliquée dans le mouvement des non-alignés. En excluant ceci, je crois qu'en Amérique latine, ils sont les successeurs directs du mouvement des non-alignés et s'identifient en tant que tels. Ben Norton, c'était une excellente analyse. Merci beaucoup. Tout le monde, veuillez visiter sa page, le rapport de géopolitique économique. Je vais inclure un lien vers celui-ci dans la description. Ben, tu fais un travail fantastique et j'espère rester en contact avec toi. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici. Merci de m'avoir invité. J'apprécie le travail important que vous faites sur ce sujet. Nous devrions discuter de la neutralité plus souvent. Merci beaucoup. Nous pouvons travailler ensemble sur cela autant que vous le souhaitez. Je pense que nous devons nous efforcer d'atteindre une plus grande neutralité pour maintenir la stabilité ici. Oui, c'est un plaisir. Merci beaucoup.